Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au Touche-à-Tout, ce soir, comme première invitée, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés une amie, quelqu'un que vous connaissez si vous suivez l'émission depuis plusieurs années. J'ai toujours un plaisir de la recevoir et encore ce soir, c'est mon amie Denise Bouffard qui est la présidente ou responsable, en tout cas, c'est elle qui fait l'argent dans le comité Amnesty International. Bonsoir, Denise. Bonsoir. Je vous remercie, monsieur, de m'avoir invité, mais de dire que je fais de l'argent, c'est pas vrai. Parce qu'Amnesty International ne fait pas d'argent. Ah bon. C'est une façon amusante de dire que ça fait déjà quelques années que tu es au sein d'Amnesty International. Depuis les années 80 que moi, je suis dans Amnesty International. Oui. Mais Amnesty International a 30 ans et un petit peu plus. Notre groupe de Thetford. Oui, le groupe de Thetford, justement, il a 30 ans. Hein? Puis vous avez fait quelque chose, je pense, c'est en septembre, pour souligner les 30 ans. Le 24 octobre. C'est il y a quelques semaines seulement. Oui, ça fait pas très longtemps qu'on a fait une activité pour souligner le 30e anniversaire du groupe de Thetford Mines. Et qu'est-ce que vous avez fait? Bon, nous avons fait des invitations, à la Maison de la Culture, au local des artistes du CARA. Et puis, c'est un 5 à 7. Puis, on a invité nos partenaires parce qu'on n'est peut-être pas un gros groupe à Amnesty, mais on a beaucoup de partenaires. On a invité aussi les membres, les anciens membres qui nous ont aidés, et puis les artistes, bien sûr, parce qu'on était chez eux. Puis, les artistes, il faut bien dire, ils nous aident beaucoup. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a fait un 5 à 7. Et on a eu une belle collaboration de Mme Béatrice Vaugrante, qui est la directrice générale d'Amnesty International, section canadienne francophone à Montréal. Ah, bon. Et elle a fait le voyage aller-retour pour venir nous voir, puis nous supporter, puis nous dire, continuez, c'est le fun que ça dure, le groupe de Thetford. Puis on a eu notre maire, évidemment, M. Berthold, qui avait été invité, puis qui nous a fait le plaisir de venir et de nous faire une petite présentation, une petite allocution aussi. Oui, et puis vous avez reçu aussi du député ministre Paradis, un certificat. Tiens, je vais le montrer à la caméra pendant qu'on va continuer pour souligner justement les 30 ans. Est-ce que c'est toi qui es la présidente ou la responsable fondatrice? La fondatrice? Ah non, non, je ne suis pas la fondatrice. Je suis là depuis très longtemps, là, je suis une ancienne. Mais le fondateur, c'est M. Réal Clich, qui était animateur de la vie pastorale au collège de la région de l'Amiante, au Cégep. Et puis, il a parti un petit groupe avec des étudiants à l'époque. Et ils aidaient un groupe de la Beauce, qui était un groupe accrédité, puis qui avait un prisonnier à s'occuper, qui était un groupe d'adoption. Et puis, ce petit groupe-là ne pouvait pas être un groupe d'adoption parce que, évidemment, on sait bien que ça change toujours. Les étudiants, quand ils ont fini leur cégep, ils s'en vont, puis c'est des nouveaux qui arrivent. Alors, on nous a dit au secrétariat, il faudrait que le groupe soit stable, que ce soit des gens qui vont être là pour quelque temps. Alors, on a fait la demande en 1983 pour être un groupe d'adoption, puis on a été accrédité en 1983. La première question que j'aurais dû te poser, c'est juste nous rafraîchir. La mémoire sur Amnesty, hein? Oui, c'est quoi Amnesty International, là, pour ceux qui ne le sauraient pas, là? Oui, juste d'une façon succincte. Oui, c'est vrai, parce que ici à Thetford, on a tendance à mélanger avec Amistad. C'est pas pareil. Ah oui, c'est vrai. Bon. C'est pas la même chose. Alors, ça. Amnesty International, c'est un mouvement international qui travaille pour le respect des droits des personnes dans les différents pays du monde. Puis, Amnesty International, c'est un mouvement qui est vraiment neutre, qui est impartial, qui est apolitique et qui ne reçoit pas d'argent des gouvernements. Alors, il est financé par les sympathisants puis les groupes parce que nous autres, on est un groupe à Thetford, mais dans 155 pays, il y a des groupes d'Amnesty International qui travaillent pour le respect des droits de la personne. Alors, on va travailler pour faire libérer des prisonniers d'opinion, on va travailler pour, s'il y a des gens qui sont torturés, on va travailler pour des groupes aussi dont les droits sont bafoués. On va travailler maintenant, c'est nouveau, pour le respect des droits économiques, sociaux, économiques et culturels. Oui. Alors, ça Moi, englobe beaucoup. Je me souviens que je t'avais reçu, puis c'était au niveau de
C'était des femmes, là. Vous aviez à défendre des femmes qui voulaient s'exprimer puis qui ne pouvaient pas... Oui, puis on s'occupe encore d'elles. Ah oui? Oui, parce qu'elles travaillent toujours, elles font toujours des manifestations pacifiques dans leur pays, au Zimbabwe, pour que leurs droits soient respectés. Et malheureusement, même s'ils ont une nouvelle constitution, puis elles misaient beaucoup là-dessus, elles subissent encore les foudres des policiers qui les maltraitent et qui les emprisonnent quand elles font des manifestations pour que certains droits soient respectés. Alors, on travaille toujours pour elles. OK. Mais là, toi, tu es là depuis les 30 ans là, du groupe. Si je te demandais, c'est quoi peut-être l'action que vous avez posée ici, dont tu es le plus fier ou dont le groupe est le plus fier? Ah oui. Bien, il y en a plusieurs quand même. Oui, là. j'imagine, là, mais en 30 ans, oui, en 30 ans, on s'est occupé de quelques prisonniers d'opinion qui ont été libérés. Heureusement, il y en a d'autres que, bon, ça n'a pas été aussi une histoire de succès. Mais on a eu en 1988 le cas de Joseph Ndinga. Ça, c'était un prêtre zaïrois qui avait été mis en prison parce qu'il avait sonné les cloches de son église pour avertir ses paroissiens que l'armée venait arrêter du monde qui était contre le gouvernement, qui était dans l'opposition. Puis ils l'ont mis en prison pour ça? Ils l'ont mis en prison pour ça. OK. Là, tu as bien dit, on parle du Zaïre. Oui. Bon, alors le Zaïre, juste pour se situer... ça s'est déjà appelé le Congo belge, le Congo, on ne sait plus là, comment il s'appelle. Je pense que ça s'appelle le Congo maintenant. Le Congo maintenant, oui, OK. Alors ça a déjà été une colonie belge, justement. Oui, c'est pour ça que ça s'appelait le Congo belge. Oui. Ça s'est déjà appelé aussi le Zaïre. Donc, à l'époque, c'était le Zaïre. Et ce prêtre-là, pour avertir ses fidèles, a sonné les cloches et il s'est fait sonner les cloches. Ils l'ont mis en prison. Puis puis il le torturait à chaque jour. Ah oui, en plus? Oui, il paraît que c'était bien épouvantable. Il était tellement, comment je dirais ça, affaibli, découragé de tout ça, qu'il se disait, bien, coudonc, il me torture, puis je vais me laisser mourir, ça se peut pas, je peux pas endurer ça très longtemps. Et puis, sa vie a commencé à changer, sa vie en prison, quand il a commencé à recevoir des lettres du groupe, et on était avec un autre groupe aussi. Et à ce moment-là, les autorités de la prison ont dit, oh, attention, ça peut être dangereux, tout ça. Et finalement, il a été libéré en 1991, 90-91. Et là, il nous a écrit pour nous remercier, bien sûr, et il nous a demandé s'il pouvait venir nous voir. Oh mon Dieu! Alors, nous avons dit, que faisons-nous? Et on a demandé au secrétariat à Montréal s'ils pouvaient nous aider pour le faire. Et ils nous ont dit, ben oui, on va payer son billet d'avion, tout ça. Et il est venu dans la région. Il est venu ici à Thetford? Il est venu ici à Thetford. Et moi, je me rappelle d'avoir fait le tour des écoles avec lui. Puis il parlait de sa situation, il parlait d'Amnesty International. On a même fait un vidéo, je pense que c'était à TVCR, en tout cas à la télévision locale, avec lui. Alors, ça a été vraiment là, des moments forts pour nous autres. Ah, mais j'imagine, ça doit être extraordinaire parce que cette notion-là, nous, au Canada, en Amérique, on ne connaît pas ça. Hein? On est toujours en train de chialer après le gouvernement, et des fois, plus souvent qu'autrement, avec raison, là, mais on ne nous met pas en prison, puis on ne nous torture pas pour ça. Alors, ça devient quasiment abstrait pour nous d'entendre dire que quelqu'un, au Zaïre, parce qu'il a voulu rendre service à ses citoyens, à ses paroissiens, il se fait non seulement mettre en prison, mais il se fait torturer jusqu'à temps que la force des lettres. Oui. Donc, vous l'avez réalisé, vous avez pu toucher d'une façon tangible quelqu'un qui a bénéficié de vos lettres. Oui, c'est sûr qu'il n'y avait pas seulement nos lettres à nous, il y avait aussi des pressions économiques, probablement de la Belgique, là, qui s'en est mêlée. Mais c'est un facteur de tout ça. Là. Mais c'est tout ça ensemble. Ça veut dire que les pressions qu'on fait pour les prisonniers, du moment qu'on met le projecteur sur un prisonnier oublié, il est pratiquement sauvé. Alors, nos lettres, c'est mettre le projecteur, c'est nos articles qu'on publie sur les journaux, des émissions qu'on fait, ça sensibilise et ça met de la pression. Ça doit donner un petit pep dans le crayon, ça, après, puis dire, bon, ben là, je vais en retourner des lettres, là, parce qu'on vient de voir que ça donne des résultats. Ah, ça donne des résultats. Oui, c'est vrai. Effectivement. Parce qu'il reste juste 5 minutes, Denise, hein, c'est pas long, hein? Mais au cégep, là, il y a...
La place de la paix. La place de la paix, hein, c'est ça, là? Oui. C'est une affiche qu'il y a maintenant, une belle affiche en couleur. Oui, mais ce n'est pas seulement une affiche, c'est vraiment une place avec Oui, un pavé oui, uni, oui, avec oui. un aménagement paysager au centre. Et puis, on avait aussi une pierre d'amiante avec tous les noms de nos partenaires qui nous ont aidés parce que c'était un gros projet, ça. Tout le monde s'en est mêlé, les députés fédérales, provinciales, la ville, les syndicats. Ça a coûté 29 500 $ à ériger la place de la paix. Ah, pas bon. Oui, oui. Et ça a été une grosse affaire. Puis bon, c'est ça, c'est nos partenaires qui ont travaillé très fort. Alors, lorsque vous passerez au cégep, regardez la grande pancarte, la grande affiche avec la colombe, là. Oui. Et puis, allez vous recueillir et allez réfléchir La sur colombe, c'est la paix. Ben oui, la paix, c'était ça. Et on avait, suite à ça, fait le concours de la paix l'année suivante. On avait demandé aux jeunes des écoles de présenter des projets à base de paix, à saveur de paix. Puis on avait eu une douzaine de beaux projets qui s'étaient concrétisés. Mais tout à l'heure, tu disais que vous n'aviez pas de subventions ou d'argent qui viennent des gouvernements, mais il faut toujours vivre un peu. Avez-vous... est-ce qu'il s'en vient une activité de financement bientôt? Pas vraiment une activité, mais de sensibilisation plutôt? Mais oui, ça, c'est une campagne qu'on recommence chaque année parce que c'est le fameux marathon? Une campagne importante. Okay. Le marathon d'écriture, mais le marathon d'écriture, c'est comme le pendant adulte de la campagne carte de vœux. On va dans les écoles. Ah oui, ça, tu en as déjà parlé des cartes de vœux. C'est bien important. On fait dessiner des cartes aux enfants pour des prisonniers d'opinion. Ça les sensibilise et on ramasse les cartes et on les envoie à ces prisonniers-là. Et les adultes font la même chose. On a commencé à faire ça. On l'a fait une année à la Maison de la Culture, mais il n'y avait pas assez de monde. Alors, on a continué à faire ça dans les restaurants. Alors, on le fait à l'Allongée. Maintenant, l'Allongée est fermée, on fait ça à la Bourgade. On demande aux artistes de venir peindre les cartes et on demande aux gens de venir signer les cartes pour qu'on puisse les envoyer à ces prisonniers-là. Moi, je me souviens que je l'ai fait, moi, une année à l'Allongée. Oui, et merci, parce qu'on a besoin des gens qui peignent les cartes, qui dessinent des cartes, mais des gens qui les signent aussi pour qu'on puisse les envoyer. Puis on a toujours des musiciens qui sont très gentils, qui viennent bénévolement pour nous faire une belle activité festive. Bon, là, on est à la mi-novembre. Ça a lieu quand, cette année? Cette année, ça va avoir lieu le 8 décembre, puis ça va être à l'Allongée. Non. C'est-à-dire à la Bourgade? À la Bourgade. Oui, à la Bourgade. À la Bourgade. Et puis, bon, c'est probablement de 10h30 à 4h l'après-midi. Okay, alors, on s'en va là, on prend un café, on signe les cartes, et puis on écoute la musique, puis on parle avec les gens d'Amnesty. Le 8, c'est un samedi, ça? C'est un dimanche. Ah, c'est un dimanche. C'est un dimanche. Ça fait c'est l'Immaculée Conception, hein? Ah, nous, oui, on a appris ça quand on était jeunes, le 8 oui, décembre. c'est vrai. On avait congé cette journée-là. Bon, on prendra congé pour venir à Amnesty. Et on invite tout le monde à venir signer des cartes. Puis plus qu'on en envoie aux prisonniers, bien, plus ça a du poids pour les faire libérer. Et on a réalisé que, ça fait plusieurs années que ça existe, ça, puis c'est pas juste nous autres à Thetford qui faisons ça, c'est une campagne nationale, qu'il y avait 66 % des personnes, des prisonniers, là, qui faisaient l'objet de la campagne carte de vœux et marathon, qui étaient libérés dans l'année en cours et les années suivantes. Ah oui? Beaucoup. Malheureusement, Denise, le temps de l'émission est écoulé. Il ne me reste plus qu'à te féliciter pour ta résilience. 30 ans et plus, oui. C'est beaucoup, tu y crois. Et tu as raison d'y croire, hein, surtout quand tu as touché du doigt, là, comme Thomas, si on veut, même si tu ne doutais pas de toute l'importance de l'écriture des lettres. Alors, félicitations encore une fois. Et merci beaucoup. Et on invite la population à devenir membre de notre groupe parce qu'on a des partenaires, beaucoup de partenaires, mais des membres, on aimerait en avoir un peu plus. On vous remercie beaucoup. Alors, rendez-vous le 8 décembre à la Bourgade. Oui. Et vous, bien, je vous invite à rester des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la coordonnatrice des ressources humaines de Récupération Frontenac, Joanie Bellegarde. Bonjour Pierre. Bonjour. J'ai eu le plaisir de recevoir, il y a déjà quelques semaines, peut-être même un mois,
ton grand patron, là, oui, André Saint-Cyr, André Giniard, qui est venu nous parler de récupération Frontenac, mais en général. Qu'est-ce que c'était tout ça? Et comme je l'avais dit, on va avoir le plaisir de parler de récupération Frontenac à quelques reprises en cours d'année. Et c'est pour ça que toi, tu es ici, parce que Récupération Frontenac ne fait pas que récupérer des matières recyclables. Vous avez aussi une mission très importante qui est une mission à vocation sociale, hein, on pourrait dire. Là. Oui, vous êtes une entreprise, comment on pourrait appeler ça? Entreprise adaptée? Oui, c'est ça. Okay. On fait partie des entreprises adaptées. Là. Mais toi, là, comme coordonnatrice des ressources humaines, c'est quoi ton rôle? Puis c'est quelle formation que ça demande? Parce que là, c'est pas une entreprise, disons, entre parenthèses, ordinaire. Bien, dans le fond, mon rôle, moi, là, chez Récupération Frontenac, c'est que je m'occupe de tout ce qui est le côté volet avec nos employés. Fait que je m'occupe de l'embauche, je m'occupe d'être disponible pour eux, pour les référer dans les différents moments de leur vie qu'ils ont besoin. Je suis là également pour aider nos gens, nos superviseurs, notre équipe de supervision, là, à intervenir avec ces personnes-là, parce qu'on va en parler un petit peu plus tard, là, c'est qui ont des limitations. Alors moi, je suis là pour les aider, je suis là pour soutenir toute l'équipe là, avec ce type de personnes-là. Et mon rôle, là, aussi, c'est au niveau de la santé-sécurité, m'organiser pour que ça aille bien, que ce soit un endroit sécuritaire, qu'il y ait un bon climat de travail, un bon environnement de travail pour nos gens également. Ce qui m'a mené là, c'est que dans le fond, moi, j'ai une formation là, qui a un petit peu bifurqué. Là, au départ, j'ai fait un baccalauréat en psychoéducation. Et par la suite, là, faute de me trouver un emploi en psychoéducation, j'ai mon petit côté gestionnaire qui revenait toujours aussi. Et j'ai fait un certificat en gestion des ressources humaines. Et j'ai marié les deux domaines. Là. Oui, j'ai marié les deux domaines là, en me joignant à l'équipe de Récupération Frontenac. Là, ça va faire un an, là, sous peu. Et il y a beaucoup d'employés, là. Me semble, de mémoire, André disait, vous n'êtes pas une centaine? Oui, on est 100 exactement là, à ce jour. Là. Donc, c'est une tâche importante, une responsabilité importante? Oui, c'est sûr. Bon. Là, Et justement, tu as dit un mot, là, un mot-clé, tu as parlé au niveau de la mission sociale, vous avez beaucoup de gens, de travailleurs, qui présentent des limitations. Oui, c'est Quel genre de limitation? Bien, quand fond, on dit ça comme ça, là. Nous, notre mission, là, en tant qu'entreprise adaptée, là, c'est vraiment d'intégrer des gens qui ont des limitations fonctionnelles. C'est-à-dire de permettre d'avoir des gens qui ont des limitations d'avoir un emploi. Quand on parle de limitations fonctionnelles, c'est 3 catégories différentes. Il y a au niveau de la santé mentale, il y a au niveau de déficience intellectuelle ou d'ordre physique. Si on y va plus en détail là, dans chacune des catégories, dans le fond, au niveau de la santé mentale, c'est des gens qui peuvent avoir des troubles d'anxiété, qui peuvent avoir des épisodes dépressifs majeurs. Ça peut être des gens qui ont de la bipolarité. Ça peut être tout ça. Schizophrénie aussi? Oui, aussi. Ça peut aller là également. Quand on parle de déficience intellectuelle, les gens qu'on embauche, nous, c'est des gens qui ont une déficience intellectuelle légère. On en a là, qui sont avec nous. Et d'ordre physique, ça peut être... Oui. Je veux dire, c'est ça la nuance entre les deux quand on parle de déficience intellectuelle puis santé mentale, là, c'est pas... C'est pas la même chose. Là. Quand on parle de déficience intellectuelle, ça va être plus lenteur cognitive, difficulté d'apprentissage, on parle de dysphasie, ces choses-là, là, que ça peut être plus difficile là, au niveau de l'apprentissage. Là. OK, entre ces deux-là, mais quand on arrive au niveau physique, en tout cas, c'est parce que ça se voit, c'est plus facile. Là. Oui, c'est sûr que ça se voit là, quand on parle d'ordre physique. Mais quand on parle d'ordre physique, c'est des gens qui vont avoir soit des problèmes qui ne se voient pas nécessairement, qui ne sont pas nécessairement apparents. Il y a des gens qui vont avoir vécu là, un accident soit d'auto, un accident de travail dans une autre entreprise et qui désormais ne peuvent plus faire la même chose que dans le métier qui était. Ils ont des contraintes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas soulever des choses, ils doivent s'asseoir aux 15 minutes. Mais dans les entreprises en régulière, ce n'est pas nécessairement possible, tandis que chez nous, c'est possible de s'adapter et d'adapter les postes de travail pour eux là, à ce moment-là. Oui. Puis moi, j'ai un ami qui travaille à Récupération Frontenac et puis qui a un problème, je dirais, d'ordre physique, là, qui est paralytique cérébrale. Puis il est même rendu... un chapeau blanc, là, Louis? Non, Louis Fortier. Oui, Louis Fortier, ce qu'il fait, c'est notre porte-parole qui va aller faire le tour des écoles là, pour aller sensibiliser les gens, les jeunes, à savoir qu'est-ce qu'on récupère et quand on récupère, qu'est-ce que ça devient. Il se promène d'école en école et de différents organismes aussi là, pour aller expliquer qu'est-ce que la récupération, qu'est-ce qu'on doit mettre dans notre bac bleu, qu'est-ce qui ne va pas dans notre bac bleu. Alors, c'est tout ça. Là. Lui, c'est au niveau de la sensibilisation. Alors,
même s'il a une paralysie, il est capable de représenter très bien la récupération. Pas, hein. Quand on connaît Louis, là, oui. C'est un fonceur, et puis c'est quelqu'un de brillant, d'extraordinaire. Ça fait que c'est votre porte-parole, autrement dit. Oui, c'est en plein ça. Ça serait peut-être intéressant de le recevoir ici là, pour le faire parler et l'étriver un petit peu. On regarde ça. Mais justement, parce que Récupération Frontenac, vous avez une mission sociale, je pense que vous avez de l'aide financière, des subventions d'un ministère du gouvernement provincial à cause de ça. Oui, hein? nous, on travaille en collaboration avec Emploi Québec. Dans le fond, Emploi Québec nous accrédite comme quoi qu'on est une entreprise adaptée. Dans le fond, le fait qu'on soit une entreprise adaptée, on a des contraintes. Il faut qu'on ait au minimum 60 de nos gens qu'on embauche aient des limitations. Nous, en ce moment, on est à plus de 60 on est dans les près de 75 de nos gens ont des limitations. Mais on a des contraintes et nous, eux, c'est vraiment là, on a un processus là, vraiment d'embauche avec Emploi Québec, mais également avec un autre organisme qui est le CEMO, les services externes de main-d'œuvre. Fait que c'est tous les acteurs ensemble là, qu'on fonctionne. Pour aller plus en détail, là, dans le fond, c'est que le CEMO, le service externe de main-d'œuvre, eux vont faire le premier tri, là, de voir où ils rencontrent les personnes qui ont de la difficulté à se trouver des emplois. Ils vont faire des premiers documents pour voir est-ce que ces gens-là peuvent être acceptés au niveau d'un programme de subvention là, pour les entreprises adaptées. Alors, eux commencent le premier... le tamisage. C'est ça, le tamisage, parce que le but, c'est d'essayer de les placer dans des entreprises régulières, mais si ce n'est pas possible, bien là, on s'en va vers les entreprises adaptées. Alors, première étape, c'est ça. Fait que c'est le CEMO qui va nous présenter des gens. Ils vont nous demander de faire une tournée d'usine en premier pour voir avant de le présenter au comité. Parce qu'on fait une petite première visite pour voir si les gens seraient à l'aise dans notre milieu de travail. Parce qu'on est quand même dans une usine. C'est pas tous les gens qui seraient nécessairement aptes à rentrer. C'est pas tous les gens qui sont à l'aise dans ce milieu-là. Et par la suite, on a un comité d'embauche qui est avec aussi une personne d'Emploi Québec. Cette personne-là doit diriger pour voir si les personnes sont subventionnables. C'est-à-dire, eux, ils ont des critères là, très établis là, qui font en sorte qu'ils ont des contraintes sévères et que c'est des limitations là, qui vont être permanentes et non temporaires. Fait ensuite de ça, dans ce comité-là, la personne se présente et on fait une petite entrevue pour voir si ça peut concorder tout le monde ensemble. Et on choisit par la suite si on fait l'embauche pour soit un développement d'employabilité. Fait que les gens ne sont pas tous des gens permanents qui viennent chez nous. Des fois, c'est juste qu'ils ont besoin d'un petit tremplin pour réintégrer le travail régulier. Fait qu'ils viennent, ils viennent chez nous pour faire un petit temps pour c'est ça le travail régulier. Par la suite, on les développe un petit peu, puis après ça, un peu comme un oiseau qu'on leur pousse en bas du nid. Nous, on les reprépare, puis après ça, on les renvoie dans le régulier, là. Fait qu'on a ça, ou on a des gens qui vont être acceptés de façon permanente là, avec nous. Là. Bon, bien, quand ils sont acceptés d'une façon permanente, là, c'est quoi le processus d'embauche? Bien, nous, c'est sûr qu'on a toujours un plan d'intervention avec les gens. Là, quand le CEMO nous présente, on a beaucoup de documents papier et on a des plans d'intervention. Fait qu'il y a des gens qui ont des intervenants, que ce soit avec le CLSC, que ce soit avec le HAV, que ce soit avec le CRDI. Tous ces organismes-là, des fois, il faut qu'on travaille avec des intervenants. Fait avant d'intégrer toute personne, de dire oui, c'est correct, on vous embauche, vous commencez telle journée, moi, j'ai un devoir d'appeler là, ces intervenants-là pour assurer une bonne intégration avec ces gens-là. Est-ce qu'ils ont des contraintes qu'il faut qu'ils fassent moins d'heures? Est-ce qu'ils ont des contraintes au niveau là, de leur horaire, qu'il faut que ça soit de jour, de soir? Alors, moi, je fais toujours un premier appel avec les intervenants pour s'assurer qu'on fasse une bonne intégration et qu'on ne fasse pas vivre d'échecs à nos employés non plus. Là. OK. Fait que c'est la première étape là, qu'on fait, là, c'est vraiment là, de regarder avec nos gens là, pour... Mais un coup que l'employé, peu importe là, sa limitation, qui a franchi ces étapes-là et qui devient là, un employé qui rentre, là. J'imagine que vous n'avez pas, comme une industrie régulière, à pousser dans le dos pour qu'ils apprennent à fonctionner une machine dans la demi-heure ou dans l'avant-midi. J'imagine que vous avez une cadence de préparation ou de présentation, d'acclimatation, tiens, je cherchais le mot. Oui, c'est sûr qu'on est une entreprise adaptée, fait qu'on s'adapte à la personne qu'on embauche. On n'a pas un processus d'embauche, un plan de formation
qui va être pareil d'une personne à l'autre. Ah oui, c'est sûr qu'on a des critères d'embauche qu'il faut qu'on respecte, peu importe là, les gens. C'est sûr que ça nous prend des gens qui sont autonomes parce que nous, on est quand même une entreprise, on a quelque chose à faire. Fait qu'on peut pas faire du 1 pour 1, qu'il y ait une personne, un employé qui soit toujours avec. Fait qu'il faut toujours qu'on ait des gens autonomes, qui sont capables de se débrouiller. Puis les gens sont tous, la plupart ont tous ils ont leur logement à eux. Il y en a plusieurs qui ont leur auto. Fait que c'est des gens très autonomes qui travaillent chez Récupération Frontenac, là. C'est sûr que ça nous prend aussi des gens qui sont capables de s'adapter à une industrie. On est quand même... parce que ça reste une industrie on travaille de récupération, oui, mais c'est une industrie. On est une usine, puis il faut quand même être capable de s'adapter à tout ça, là. Et c'est sûr qu'on ne s'attend pas à ce que les gens soient... Il faut qu'ils soient productifs, il faut qu'ils nous amènent des choses, mais il ne faut pas nécessairement qu'ils soient compétitifs. Quand on veut dire productif mais non compétitif, c'est dire que je ne peux pas demander à quelqu'un qui a des limitations au niveau d'ordre physique de me donner le même rendement qu'une autre personne qui a une lenteur intellectuelle pour apprendre. On s'adapte, on ne peut pas demander le même rendement à chaque personne. Fait qu'on s'adapte vraiment à chacun là, à ce moment-là. On n'a pas les mêmes critères pour chaque personne, là. Il reste à peu près 2 minutes et demie, Joanie. J'aimerais ça qu'on parle, là. C'est quoi votre main-d'œuvre, là? Vous avez des... Je ne sais pas si on peut appeler ça des spécialisations, là, mais quand ils rentrent chez vous, et vous pouvez les diriger vers quoi? Nous, dépendamment de le capacité. C'est ça. Bien, on a des gens, là, habituellement, là, ils vont rentrer la première abord, c'est au niveau des trieurs, mais on a des gens là, qui peuvent opérer de la machinerie, c'est-à-dire de chariot élévateur, ces choses-là. On peut avoir des besoins de gens dans les bureaux. On a des mécaniciens industriels. C'est pas tous des gens qui ont des limitations, mais on a besoin quand même de ces gens-là. On a des chefs de groupe qui vont supporter tous nos gens là, qui ont des limitations également là, pour mieux les intégrer, là. Quand on parle d'une centaine d'employés, est-ce que vous avez plusieurs quarts de travail ou... On a 2 quarts de travail, oui, de jour et de soir. De jour et de soir. Oui, et on a une équipe de fin de semaine là, qui fait du ménage là, pour nous aider là, à prendre le dessus là, et faire de la maintenance préventive sur nos équipements aussi. Alors, puis, c'est quoi, je dirais, l'échelle salariale? Ça varie de combien à combien au niveau horaire? Ça dépend vraiment là, au niveau là, des corps de métier et ces choses-là. C'est sûr que ça varie là, du salaire minimum à tout dépendamment. Là, c'est sûr que nos mécaniciens industriels, c'est une denrée rare dans la région, fait que c'est un petit peu plus. Fait que ça varie beaucoup là, en fonction là, des tâches à accomplir et des responsabilités qu'ils ont. Mais tout à l'heure, tu me disais que vous deviez avoir un minimum, un plancher minimum de 60 personnes présentant des limitations. Oui, 60 de nos gens. 60 des employés, mais que vous autres, vous dépassez les 70. Oui, on était à 73-74 là. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent là, ce soir, là, puis qui se disent, ben moi, ça m'intéresserait. Est-ce qu'ils doivent passer par toi ou s'en aller justement au CEMO ou à Emploi Québec? Ils peuvent passer par moi, puis à ce moment-là, je référerai les bonnes personnes, puis on peut discuter, il n'y a pas de problème. Ils peuvent m'appeler, là, puis prendre un rendez-vous, puis il n'y a pas de problème, on peut discuter à ce moment-là. Bien, merci beaucoup, Joanie. Alors, j'avais le plaisir d'avoir à mes côtés Joanie Bellegarde, qui est la coordonnatrice des ressources humaines chez Récupération Frontenac. On va reparler de Récupération Frontenac parce que c'est une mission qui est très importante, tant au niveau de la récupération, donc du recyclage de matières et tout ça, mais aussi au niveau de sa mission sociale, comme vous avez été à même de le constater ce soir avec Joanie. Merci beaucoup, Joanie. Merci. Et je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.